autumn in New York. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique que nous consacrons aujourd'hui à la COP régionale mise en place il y a moins d'un an maintenant en Centre-Val de Loire pour répondre aux urgences climatiques et sociales sur le modèle donc de la COP internationale. Alors tous les acteurs et les citoyens que nous sommes sur ce territoire, nous sommes censés être mobilisés sur un accord réévalué tous les 2 ans. Alors comment est-ce que ça se traduit très exactement sur le terrain? Eh bien on en parle ce midi avec Charles Fournier, vice-président du Conseil régional. Bonjour. Bonjour. Des artisans de cette COP régionale, puisque délégué à la transition écologique et citoyenne. C'est bien ça. Pauline Salcedo, coordinatrice d'Impact Centre. Bonjour. Vous nous expliquerez quel rôle vous jouez en ce qui concerne notamment l'alimentation. Ensuite, on sera également avec Estelle Sauré, chargée de communication au Parc naturel de la Brenne. Bonjour, soyez la bienvenue. Avec vous, on évoquera le tourisme nature, les itinérances douces, mais pas que, puisque vous misez également sur les circuits courts de production. C'est bien ça. Et puis Raphaël Mercé, bonjour. On voit d'où vous venez, c'est inscrit sur le t-shirt. Animateur régional de l'association Énergie Partagée. Vous nous commenterez, s'il vous plaît, ce concept novateur. Charles Fournier, on va commencer par vous, s'il vous plaît. L'objectif premier, c'est bien d'apporter notre contribution pour limiter ce fameux réchauffement climatique. Non plus aller vers ces plus 2 degrés, mais essayer de viser plus 1,5 degré. Alors je crains que pour les 1,5 degré, la situation soit malheureusement un peu tardive. Et en tout cas, l'enjeu, c'est de limiter effectivement le réchauffement climatique. Et c'est aussi commencer à nous y habituer, commencer à changer nos modes de vie pour être en concordance finalement. C'est ça qui est triste finalement. On doit s'y habituer parce qu'on a bien conscience maintenant qu'on ne peut plus renverser le truc. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait préalablement. Donc je crois que la COP, c'est 2 grandes ambitions. Une première ambition qui est de comprendre ensemble ce qui se passe. Et c'est un grand moment d'éducation populaire dans la région. C'est faire en sorte que tout le monde soit finalement mobilisé en compréhension sur le sujet. Et puis le deuxième point, c'est surtout de traduire en actes toutes les trajectoires mondiales dont on nous parle régulièrement, mais très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de nos concitoyens, évidemment. Est-ce qu'on peut dire que 2019 signe vraiment le passage de l'ambition politique à l'action, car vous avez sillonné la région, notamment avec le président François Bonneau, avec Sabrina Hamadi, pour expliquer la démarche? Oui, parce que je crois que la situation est tellement inédite qu'il nous faut en face des réponses inédites. On ne peut pas continuer chacun à faire dans nos silos. On va avoir d'ailleurs quelques images. À raconter nos belles pratiques, mais bien comment, concrètement, on arrive à mobiliser tous les acteurs et à faire en sorte qu'on soit à la hauteur du défi qui est devant nous. Alors, les champs d'action sont très vastes. Pour faire au plus simple, afin que tout le monde comprenne, quels sont les domaines les plus significatifs, les plus visibles ? Alors, il y a un premier domaine qui est l'habitat, pour ramener ça aussi dans nos vies de tous les jours. 45% de l'énergie dans notre région, c'est l'habitat. 25% des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, l'agriculture, et on en parlera ici sur ce plateau, et puis les mobilités. Et vous voyez, ces 3 aspects qui sont extrêmement marquants dans notre région. Il faut à la fois de la mobilité, mais il faut aussi inventer une mobilité qui ne soit pas une mobilité que contrainte et une mobilité qui ne soit pas en contradiction avec ces enjeux. En tout cas, ce sont des domaines qui nous concernent tous au premier chef au quotidien, notamment l'énergie également. L'énergie, l'habitat. Quand on parle d'habitat, on parle d'énergie. Quand on parle d'habitat, évidemment, on parle de la qualité de vie. Notre alimentation, quand on sait qu'un aliment a fait 3000 km avant d'arriver dans notre assiette en moyenne, ben évidemment, ça pose des questions majeures pour repenser notre modèle agricole. Donc oui, on est au cœur de la vie de chaque habitant de cette région. Alors les solutions passent par la sobriété, l'efficacité énergétique, le développement massif des énergies renouvelables. Raphaël Mercé, d'ailleurs, c'est votre domaine chez Énergie Partagée. Quelle est la philosophie de votre association et comment est-ce que vous intervenez sur le terrain ? Énergie Partagée, c'est le mouvement de l'énergie citoyenne, énergie renouvelable citoyenne. Donc, comment on intervient sur le terrain, c'est assez simple. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner des collectifs citoyens qui se forment et qui se mettent à 10, 20, 30, 50 citoyens, 100 parfois 1000 même, et qui décident de développer des projets d'énergie renouvelable, de passer à l'action sur le terrain. On voit d'ailleurs là en ce moment des champs de panneaux photovoltaïques. Vous intervenez dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Là, par exemple, on voit typiquement un champ qui a été installé certainement sur un terrain qui n'avait aucune raison de pouvoir faire de l'agriculture ou de l'habitat.
Donc on donne une seconde vie à ce type de terrain en développant des projets comme ça. Alors l'énergie, c'est évidemment sa production, mais également son économie. Je pense notamment aux besoins que nous avons de réhabiliter une grande partie du parc immobilier de notre région, qui souvent est assez mal isolé. Alors l'isolation, moi je m'en occupe pas forcément, mais les collectifs citoyens, eux, prennent vraiment en compte cette question énergétique. Effectivement, quand vous avez des collectifs qui se forment et qui décident de mettre en place des projets d'énergie renouvelable, inévitablement ils se réapproprient la question de l'énergie, se posent des questions, se disent mais en fait on va pas y arriver là, il faut absolument isoler nos maisons, il faut réduire les distances d'alimentation, faire des circuits courts. Il faut et ils prennent conscience des enjeux énergétiques. Alors il y a quand même une question, quand on parle de développement massif des énergies renouvelables, c'est quand même très compliqué parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de projets, notamment de parcs éoliens, qui voient jamais le jour à cause des oppositions locales. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause des oppositions, mais c'est vrai que quand il y a... Aujourd'hui, en fait, on a un problème, c'est qu'on a des parcs éoliens qui se développent. En Indre-et-Loire, par exemple, il n'y a pas une éolienne. Il n'y en a pas une, effectivement. La question, c'est est-ce que les citoyens sont vraiment consultés ? Est-ce que les parcs se développent parfois avec des capitaux étrangers ? Donc, en fait, la question qu'on peut se poser sur l'éolien, c'est à qui profite le vent ? Alors, nous, avec Énergie Partagée, on essaye de faire en sorte que les collectivités, les citoyens, les entreprises se mobilisent ensemble et deviennent propriétaires de parcs éoliens pour au moins bénéficier donc, des décisions de où est-ce qu'on met le parc, où est-ce qu'on les installe, et bénéficier des retombées sociales et économiques. On voit à l'instant justement des images d'une manifestation contre un projet de ferme éolienne. Charles Fournier, vous l'avouerez, c'est quand même un problème. Tout le monde veut de l'énergie renouvelable, mais personne veut des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques devant chez soi. C'est très français, ça. Et vous pourriez aussi parler de la méthanisation, mais je crois aussi que la façon dont les projets arrivent dans les territoires est aujourd'hui peu satisfaisante. Et il nous faut travailler tout le processus démocratique d'implication des citoyens dans la production d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé la région 2 expérimentations, une dans le Lochois et à Dessein, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas une seule éolienne, et une dans le Gâtinais pour voir comment, dès le début, on peut travailler avec les habitants, avec les entreprises, avec les élus locaux, pour faire de l'énergie un projet collectif et non pas, effectivement, une éolienne. On vous annonce un jour qu'il va y avoir une éolienne devant chez vous. Évidemment, voilà, et les premiers qui vont vous parler sont ceux qui sont contre. Mais si on fait un travail d'appropriation du sujet, à Issoudun, à côté d'Issoudun, il y a un parc éolien. Énergie Partagée a investi dans ce projet et il n'y a pas de contestation parce que ça produit l'énergie pour 15 000 habitants dans le territoire. Et donc c'est possible de réussir ça, mais il faut s'y prendre de manière beaucoup plus vertueuse qu'aujourd'hui. On a un autre souci, j'en arrive à vous tout de suite, mesdames. Je voulais demander une nouvelle fois à Raphaël Mercé, ça concerne la production d'énergie chez les particuliers. Ça reste très cher, notamment le solaire. Ouais. Cher à l'acquisition, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Et justement, l'idée, c'est au lieu de développer chacun chez soi de l'énergie renouvelable, pourquoi pas se mettre ensemble ? On aura tout intérêt à se regrouper parce qu'on va faire des projets plus grands, on va faire baisser les prix, parce qu'on achète beaucoup plus de panneaux solaires, par exemple. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que dans les nouvelles maisons individuelles, on n'intègre pas tout de suite la géothermie ou le solaire, plutôt que continuer à mettre ce qu'on appelle des grille-pains qui sont très énergivores? J'ai pas la réponse. Parce qu'on a une logique en matière de transition énergétique où les questions d'économie sont séparées des questions de production. C'est 2 mondes qui s'ignorent. Un des enjeux, c'est de créer, comme en alimentation, des systèmes énergétiques locaux où on va coupler la question des économies d'énergie avec la question de la production. Et ça, c'est tout le travail qui est à faire devant nous. Comment dans les territoires, on a une gouvernance collective de l'énergie, comme on aura une gouvernance de l'alimentation, c'est à ce prix-là qu'on arrivera à rapprocher les deux et éviter... En revanche, notamment, il y a des progrès, ça on doit le souligner, dans les bâtiments d'entreprise. Oui. Les nouveaux bâtiments d'entreprise, beaucoup sont vertueux maintenant. C'est mieux, et pourtant, c'est encore 14% de la consommation d'énergie dans notre région, parce qu'il n'y avait pas de réglementation cadre. Là, il y a un texte qui est sorti il y a quelques temps qui va fixer l'ambition. On a un gros problème, par exemple, dans le tertiaire. Dans le tertiaire, vous pouvez avoir des propriétaires... Dès lors que le loyer rentre, ils ne vont pas avoir une préoccupation particulière. Et puis ceux qui payent le loyer ne vont pas non plus forcément avoir une préoccupation. Donc il faut les mettre ensemble pour travailler sur ce sujet. On a des marges de progrès et on va y travailler avec nos plateformes de la rénovation énergétique. Ça va concerner les habitants, mais aussi le petit tertiaire. Et c'est très, très important. Alors un point très important, vous le soulignez à l'instant également, c'est l'alimentation. On voit ça tout de suite avec vous, Pauline Salcedo, d'Impact Centre. Impact Centre qui vise à développer une agriculture durable, citoyenne et territoriale. C'est bien ça ? Tout à fait. En région Centre, vous avez assez rapidement trouvé votre champ d'action dans la COP régionale.
Ah oui, tout à fait. En fait, si on fait le parallèle avec les énergies, comme on vient de le faire, l'idée vraiment, c'est de faire de l'alimentation un commun. C'est-à-dire de se dire, on a aujourd'hui sur le territoire une agriculture qui est là pour produire, certes, des biens, des produits, mais aussi des externalités positives sur le territoire. Qu'est-ce que vous appelez des externalités positives? Et ben voilà, quand on produit un aliment, on produit certes un aliment, mais on produit du paysage, on produit de la qualité de l'eau, on produit du lien social, on produit de la culture. Et donc, pour nous, en fait, l'agriculture doit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la COP, produire des externalités positives pour l'environnement. Et la relocalisation des activités agricoles, c'est quelque chose qui vous parle? Ça, on est typiquement dans ce qu'on appelle la promotion de ces fameux circuits courts, c'est ça? Alors oui, alors la promotion des circuits courts, justement, c'est d'aller plus loin dans la relocalisation. Avec des produits locaux de qualité pour fournir, par exemple, les cantines scolaires. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve que seulement relocaliser est bon pour l'environnement. Les derniers kilomètres comptent. Il faut relocaliser tout en accompagnant aussi un changement de pratique agricole. Relocaliser juste pour remplacer un produit qui vient par l'autre bout du monde par un produit lambda, c'est pas forcément efficace. Aujourd'hui, il faut certes relocaliser, accompagner au changement de pratique, et comme dans l'énergie, il faut accompagner, il faut qu'on soit concerté, à la fois les agriculteurs, à la fois les citoyens, à la fois les territoires, et ensemble réfléchir aux solutions de demain. On est en train de réinventer un nouveau système dans l'agriculture, on est en train de réinventer des solutions, et ça, on le fera pas par en haut, on le fera ensemble dans l'expérimentation. Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce de réappropriation des territoires par les agriculteurs, les producteurs et en même temps les citoyens? Tout à fait. Aujourd'hui, on va dire que pendant longtemps, tout ce qui était les politiques agricoles était assez géré de manière sectorielle, en silo. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que chacun, le citoyen, le territoire, les collectivités territoriales, se prennent en main et puissent réfléchir ensemble à ces politiques. Les réfléchir de manière plus systémique, plus globale en fait, et ne plus réfléchir juste, comme on disait, sur l'énergie, avec une vocation seulement économique. Donc l'agriculture, elle a toutes ces externalités. Donc il faut qu'on puisse ensemble se l'approprier. C'est complexe, les questions d'agriculture. Aujourd'hui, on ne peut pas dire telle agriculture est bonne ou telle n'est pas bon, ou tel système est bon ou tel n'est pas bon. Vous mettez bien en avant aussi cette question de responsabilité vis-à-vis des générations actuelles et futures. Tout à fait, voilà. Mais je pense que si aujourd'hui on comprend qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, qu'est-ce que ça veut dire ce que je mange aujourd'hui, si on emmène les gens à réfléchir à ça, on est dans une partie de la solution. C'est-à-dire que juste comprendre qu'est-ce que j'ai, comprendre la complexité de l'agriculture, on souhaite en tout cas emmener les gens à comprendre cette complexité-là et à pas se fier à des dogmes ou à des... Voilà, qu'est-ce que je veux quand je mange? Est-ce que je veux aider l'agriculteur d'à côté? Est-ce que je veux créer du paysage? Est-ce que je veux en même temps protéger mon eau? En même temps, je veux de la qualité? En même temps, voilà. En réfléchissant et en menant les gens à mieux comprendre ce qu'il y a derrière, on pense que du coup les choix seront Charles Fournier, la région soutient justement des initiatives liées à l'alimentation, notamment je voyais il y a quelques jours Défi Famille à l'alimentation positive, on en est à la 3e édition là. Vous trouvez un vrai écho à ce soutien? Oui, et alors c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les défis vont être élargis à tous les sujets de la transition, mobilité, déchets, énergie, alimentation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur des pratiques collectives, parce que dans le défi, c'est un défi en équipe. On apprend collectivement à transformer ces pratiques et à se rendre compte que le monde d'après, il est chouette. C'est pas un monde avec moins, c'est pas un monde de restrictions, c'est un monde de qualité. C'est un monde de qualité dans les relations, c'est un monde de qualité dans son assiette, c'est un monde de qualité dans sa manière de vivre. Et ça, quand même, c'est ça qui va être le moteur des changements. C'est parce qu'on va y percevoir une possibilité d'amélioration et non pas des pertes. Souvent, on nous a raconté que l'écologie, c'était la perte, que c'était une punition. Moi, je dis que c'est quand on n'en fait pas qu'il y a punition. Et justement, donc là, il y a de vraies opportunités. Je vais vous poser une question, si vous permettez. Il y a 20 ou 30 ans, on prenait souvent les écolos, comme on disait, pour des hurluberlus. Aujourd'hui, le regard de la société sur les écologistes, on les appelle plus les écolos, les verts, on les appelle. Le regard a changé? Je crois très profondément. Et d'ailleurs, je le disais ce matin, j'étais dans l'hémicycle du Conseil régional, je le disais, on nous a souvent traités de dogmatiques, d'idéologues. Et en fait, aujourd'hui... D'ayatollahs, de Khmer, qui sont quand même des injures publiques plus que discutables. Mais vous voyez, aujourd'hui, le bon sens est plutôt de ce côté-là. La vision équilibrée, concrète, efficace, au plus près de la vie des gens.
écologie, sociale, c'est le même sujet. Et donc je crois qu'on est du côté de cette responsabilité-là. Et moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, évidemment, ça soit reconnu, mais surtout qu'il y ait une prise en main de ce sujet par les citoyens. Parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire. C'est que beaucoup de gens sont d'ores et déjà en train de changer le monde. Pauline Salcedo, sur votre site, j'ai trouvé une chose très intéressante parmi plein d'événements et de notes. Vous mettez en avant la valorisation des agromatériaux. Il faudrait nous donner quelques exemples, s'il vous plaît. Je crois que le plus connu concerne l'isolation, avec la paille notamment. C'est ça, les agromatériaux ? Oui, c'est ça, c'est la paille, c'est le chanvre, etc. C'est même le roseau. Le roseau. Aujourd'hui, la valorisation aujourd'hui, c'est d'aider les agriculteurs aussi à diversifier. Et dans cette diversification agricole, pour varier les assolements, on peut aussi arriver à trouver, à mélanger à la fois des productions pour l'alimentation, mais aussi des productions pour la construction, etc. Donc aujourd'hui, dans notre intérêt, en tout cas dans les agromatériaux, c'est surtout de diversifier nos productions sur le territoire pour créer toujours pareil, des externalités positives. Plus on va travailler nos sols, avoir des assolements qui tournent, plus on va pouvoir aujourd'hui conserver nos sols. Donc du coup, aujourd'hui, entre autres, les agromatériaux sont des sources à la fois pour les producteurs de nouveaux débouchés et à la fois des techniques innovantes sur leur territoire, sur leur sol. Cette vision globale d'une nouvelle agriculture que vous avez, est-ce qu'elle est facile à partager dans une région qui reste malgré tout hyper industrielle dans son agriculture ? Elle est. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a une crise agricole. Les agriculteurs souffrent aujourd'hui, et les agriculteurs sont en recherche de nouvelles solutions pour aller mieux. La rupture, le changement de système n'est pas simple pour beaucoup d'agriculteurs. Ils ont envie des fois de passer en bio, ils ont envie de faire des choses nouvelles. Il faut de l'accompagnement à ce. Pour ce changement de pratique, pour ce changement de système. Certains sont ont des très gros investissements, prendre des risques dans leur changement de production. Des fois, ça peut vraiment faire peur. Donc aujourd'hui, je dirais que oui, on a une écoute, oui, on nous entend. C'est plus une peur qui va freiner certains. Et il faut de l'accompagnement humain dans tout ça pour accompagner ces agriculteurs aujourd'hui. Estelle Sauré, dites-nous, le parc naturel de la Brenne, comme d'autres parcs en France, est devenu très actif dans ces processus régionaux. En tout cas, vous êtes très actif dans ce processus régional ici en Centre-Val de Loire. Tout d'abord, en matière de mobilité, vous travaillez fortement sur ce que vous appelez les itinérances douces. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors effectivement, en termes d'énergie, on pourrait en reparler. En termes d'alimentation, le parc s'inscrit bien, de façon très très importante dans la stratégie régionale d'équilibre d'énergie de toutes les politiques régionales, mais spécifiquement dans le tourisme. Effectivement, ça fait une dizaine d'années que le parc travaille avec la région au développement d'itinérance douce. Alors, itinérance douce, c'est quoi ? C'est du vélo. On a aujourd'hui 1500 km de circuits vélo balisés. Au sein du parc. Au sein du parc, en gros, la Brenne à vélo, c'est comment de la Loire à vélo, on pourrait, pourquoi pas, irriguer l'ensemble du territoire régional. Oui, et donc on a la Brenne à vélo. Et donc, c'est 1500 km d'itinéraires à baliser. On a également travaillé sur la Brenne à pied, où c'est 800 km qui viennent d'être à nouveau rejalonnés. Chaque commune du parc a un itinéraire validé de qualité. Et puis, on travaille aussi sur les itinéraires à cheval, où on a près de 2000 km d'itinéraires cheval. Et ça séduit vos visiteurs. D'ailleurs, vous en avez combien à peu près chaque année ? Alors, c'est assez compliqué d'évaluer, mais la Maison du Parc, qui est le siège du parc, est également un lieu d'information touristique assez fréquenté. Nous accueillons à peu près 70 000 visiteurs par an. En rapport, c'est 2 fois la population du parc naturel régional de la Brenne. Donc, en fait, on est assez content de cette fréquentation. Est-ce que vous leur proposez ces activités vélo, marche, les vélos, cheval ? À terme, l'idée, c'est de proposer des produits clés en main. On arrive à Châteauroux en train. On arrive en train, soit on a un itinéraire. L'idée, c'est de mettre en place des navettes l'année prochaine de transport à la demande. Et puis on est transporté de Châteauroux en Brenne avec soit on peut faire du vélo, on peut avoir accès à un guide nature puisqu'effectivement on a à la fois les itinérances douces, mais on pratique aussi ce qu'on est en train d'appeler le slow tourisme où on rencontre les gens du territoire. Nous on a des guides nature c'est formés. Un tourisme qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression ? Ah oui, parce que ce que je vous dis, c'est en gros le pack clé en main. On va essayer de faire de l'énergie de très très peu
de problèmes. Pardon. Très peu de. Enfin, je reprends. L'idée, c'est je veux limiter mes émissions carbone. J'arrive en train sur le territoire. Alors, la gare est très loin du territoire du centre Brenne. Je peux prendre un vélo. Ouais. Je prends un peu d'Indra à vélo. J'arrive en Brenne à vélo. J'arrive à la maison du parc. J'ai fait quelques pauses. J'ai préparé mes itinéraires avec mes pauses chez des prestataires des hébergements touristiques marqués qui ont fait des efforts en termes d'énergie renouvelable, d'isolation de leur hébergement touristique avec des agromatériaux. Dites-moi, est-ce que ça va également vous permettre de créer des emplois ? Ça en maintient déjà, oui. Effectivement. L'idée, c'est aussi de développer, on travaille avec les associations naturalistes du territoire pour tout ce qui est animation nature. Et donc, l'idée, c'est d'avoir circulation douce, animation douce, découverte de la nature, puisque pour nous l'idée du parc naturel régional, c'est aussi de préserver la nature et on a besoin de la faire connaître pour la faire aimer. Et pas que, puisqu'il y a quelques instants, on parlait de l'alimentation avec Pauline Salcedo. C'est un créneau dont vous êtes également emparé au parc de la Brenne. Alors, on travaille depuis quelques années en coopération avec le pays Castelroussin sur la mise en place d'une plateforme de restauration de produits locaux. L'idée, c'est de mettre en relation les producteurs des deux territoires avec des espaces de restauration collective, que ce soit les cantines scolaires ou la cuisine centrale de Châteauroux ou les maisons de retraite, etc. Et donc là, on est en 2e année d'exploitation. On a monté une association qui bénéficie des soutiens de la région, notamment en termes de logistique et des moyens humains, puisqu'ils financent une partie du salaire de l'animatrice. Et l'idée, c'est que chaque semaine, voilà, on a un camion de cagettes et fourchettes qui circule sur le territoire, qui prend les commandes. On a un site de commande en ligne. Les producteurs amènent leurs produits, l'animatrice les collecte et va les diffuser sur les différents lieux de commande. Bref, si on faisait un premier bilan, quasiment un an après la sortie de cette COP régionale, on pourrait dire que les choses sont tranquillement mais sûrement en train de se mettre en place, c'est ça ? Oui, alors, et c'est d'autant plus, facile qu'on a des acteurs comme tous ceux qui sont autour de la table qui prennent des initiatives. Si je reprends l'exemple de l'énergie qui était évoqué tout à l'heure, la région va voter au mois de novembre un dispositif pour soutenir l'implication des citoyens dans ces projets d'énergie collective. 1 euro citoyen, ça sera égal à 1 euro de la région, dans la limite de 100 000 euros. Mais on va donner un coup de boost à des projets comme celui-là. La COP, c'est ça l'esprit. C'est des actions qui sont proposées, qui vont s'inscrire dans un accord. Et la région va mobiliser avec d'autres acteurs des moyens pour réussir ça. La Banque publique d'investissement, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'on appelle la Banque des territoires. On s'est rencontrés la semaine dernière pour inventer des instruments financiers nouveaux. Oui, il y a des moyens qui sont mis à disposition. Et oui, la région va rajouter une ligne d'1 million d'euros pour soutenir de l'investissement autour de la COP. C'est-à-dire, en plus des dispositifs qui existent déjà, une ligne spécifique pour soutenir des projets nouveaux. On est dans un temps qui s'accélère, on a besoin d'avoir des résultats. Et donc, on est dans la phase où les propositions d'engagement montent. Il y en a de nombreux sur tous les domaines. Ça va d'un collège qui propose d'implanter 20 arbres à des entreprises qui imaginent de coopérer entre elles pour produire leur énergie ou gérer leurs déchets. On a une diversité d'actions et c'est indispensable qu'on ait ça. Et donc, je crois que toute occasion et tous ces acteurs-là relaient la COP dans les territoires pour pousser à de l'engagement collectif. Raphaël Mercier, je posais la question, et c'est le saurait tout à l'heure, de l'emploi. Vous, en ce qui concerne l'énergie renouvelable, est-ce que ça permet, c'est un gisement d'emploi ? Oui, on estime que pour 2 éoliennes qui sont branchées sur le réseau, il y a la création d'1 emploi. Donc, on le voit d'ailleurs du côté d'Issoudun, vous avez des centres de maintenance qui sont installés localement parce qu'il y a localement de nombreuses éoliennes qui sont en fonctionnement. Ça veut dire de la formation et des nouveaux postes qui sont créés. La formation, ce sont des nouveaux métiers. C'est ça. Ça, c'est un peu un des enjeux. C'est comme on a un peu tardé sur ces questions-là. Aujourd'hui, il faut transformer les métiers. Et on a des besoins. Voilà. Et donc, on a lancé aussi un travail sur le sujet pour adapter tous les métiers, à la fois les métiers de l'agriculture. On est dans un changement de modèle. D'ailleurs, sur le tourisme, on l'a pas dit. Mais le tourisme, le slow tourisme, le tourisme doux est une réponse à trop de tourisme aussi, à des territoires qui aujourd'hui sont en train de voir comment ils régulent. Regardez Barcelone, regardez les sites qui sont dépassés, l'impact sur l'environnement. Pour qu'il y ait tourisme, il faut qu'il y ait un environnement accueillant, donc il faut le préserver. Donc on est en train d'inventer un nouveau modèle dans tout. Et donc il sera générateur d'emplois locaux, ancrés dans le territoire. Et c'est ça qui est quand même extrêmement intéressant, plutôt que d'emplois fragiles, délocalisés et portés par une économie qui est devenue aujourd'hui totalement fragile par rapport à cette économie relocalisée. Pauline Salcedo, de votre côté, sur la question agricole, la crise agricole dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'elle avait coupé la tête à bien des vocations. Les jeunes n'avaient plus envie de se lancer dans le métier. Est-ce que, avec cette...
on reformate quasiment l'idée, la philosophie du métier. Est-ce que ça redonne goût pour cet exercice ? Alors aujourd'hui, on est dans une dynamique d'installation en région centre qui recommence. On voit une courbe qui remonte un petit peu depuis 2017 en région centre sur les installations. On a de plus en plus de jeunes et moins jeunes qui viennent quand même voir nos réseaux ou la chambre d'agriculture pour s'installer. Ensuite, il faut entre le mythe du retour à la terre, retour à la campagne et la vraie installation et les complexités, il faut vraiment accompagner ces personnes-là, mais on va dire qu'aujourd'hui, oui, il y a un retour. Le métier commence à être attractif pour certains. Il y a encore beaucoup de travail à continuer à donner envie aux gens de s'installer en agriculture, de montrer le bien-être que ça peut être, le plaisir que ça peut être de travailler. Donc voilà, c'est pareil. On agit. Il y a des nouvelles formes d'installation qui se font, notamment en coopérative d'installation agricole, ce qui est nouveau, des statuts. Où on accompagne pendant les 3 premières années d'installation ces jeunes, on les sécurise pendant 3 ans. Il existait des coopératives d'activité dans tous les secteurs d'activité, très peu en agriculture. Et donc là, c'est vraiment comment on s'adapte à ces gens, souvent beaucoup de plus en plus qui viennent hors cadre familial, qui reprennent pas la ferme de leurs parents, qui viennent des fois de la ville, qui viennent s'installer sur nos territoires. Comment on les accompagne à l'accès au foncier et à ce nouveau métier. L'accompagnement, la communication, vous aussi en matière d'énergie, on en est à ce stade où il faut communiquer avec le grand public pour faire comprendre qu'il est plus que nécessaire de franchir cette transition. C'est indispensable. On a aujourd'hui, quand on sent que la prise de conscience n'est pas encore là, des enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut diviser par 4 nos émissions de CO2, par 6, si on veut tenir les engagements, les scientifiques n'arrêtent pas de nous alerter sur le sujet, il faut réduire considérablement nos consommations. Donc, les collectifs citoyens qui se forment arrivent à prendre conscience de cette problématique, arrivent à générer de l'emploi localement en essayant de développer des entreprises, trouver des formes d'innovation pour travailler sur ces sujets. Mais la communication, c'est indispensable. On a du mal à convaincre. Les mois à venir, très rapidement, en 30 secondes, les mois à venir, quels sont les grands axes, les grandes orientations de cette COP régionale ? Alors on a des événements qui jalonnent la COP. Il y en aura un très important d'ailleurs à Blois le 22 novembre avec plus de 1500 jeunes de toute la France qui vont venir parler climat en région. C'est les assises nationales des maisons de lycéens. Demain aussi, on a un événement à Tours autour des objectifs du développement durable. Et là, pareil, ça va être un moment très important. Et puis, du 7 au 14 décembre, on va repartir en tournée dans tous les territoires de la région pour présenter une première version de l'accord et le discuter avec les habitants, avec les acteurs des territoires. Et l'accord sera voté en avril 2020. 2 rendez-vous donc qui vont être importants pour la suite de cette COP régionale. Merci en tout cas, avocate, d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de ce dimanche en politique. L'info continue sur la 3. La semaine prochaine, nous parlerons encore des territoires et des solutions que nous avons pour les revitaliser lorsqu'ils sont en perte de vitesse. À la semaine prochaine.